en popularité. Donc ce qui fait qu'un parti islamiste ne peut plus diriger l'Algérie. Mais ce GIA-là, en 1998, va se transformer en GSPC, Groupement Salafiste pour la Prédication et le Combat. Et en 2007, ce GSPC se transforme en ce qu'on appelle AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et le premier chef, c'est Droukdel. Droukdel, c'est cet islamiste algérien qui était un ancien politicien algérien, qui par frustration est devenu un islamiste armé. C'est lui qui devient d'office le chef d'AQMI. Donc AQMI, c'est d'origine algérienne. Et comprenez ça. Maintenant, AQMI, normalement, devait mener sa lutte contre peut-être le pouvoir algérien qui les a privés du trône et qui les a radicalisés. Mali est place. AQMI retourne ses armes contre le Mali. Et dans Jenin, quand la France 24 et autres vous parlent de Jenin, le groupe militaire le plus puissant dans Jenin, c'est AQMI. Donc les citernes attaquées du Mali, ce sont des ressortissants des terreaux algériens. C'est moi qui vous le dis, personne ne dira le contraire. Que le chef d'AQMI s'appelle Youssef Obeida. Allez sur Internet, allez sur YouTube, vérifiez. Il a été interviewé par France 24. Et vous savez quoi? Le 25 avril 2013, le même Youssef Obeida, quand il était numéro 2 d'AQMI, il avait appelé tout, voilà, entre guillemets, les musulmans du monde à s'attaquer aux intérêts de la gente, voilà, française, parce que la France est... Comprenez ce que ça veut dire. Mais en 2019, France 24 accorde une interview à ces messieurs. Mais France 24 prend le soin de dire qu'attention, c'est un terreau, on ne doit pas diffuser son interview sur notre média. Mais, parce qu'à l'époque 2019, il y avait Barkhane ici, il y avait Takuba et autres, les Européens étaient là. Mais en 2023, quand on va les chasser, France 24 diffuse l'interview intégrale, presque intégrale de Youssef Obeida. Parce que c'était tellement résumé mot par mot par qui? Par Wassim Nasser. Et imaginez qui a fait l'interview, ils ne vont jamais vous le dire. C'est Olivier Divoire, un journaliste français qu'on a fait courir, qui a été enlevé, pris en otage au Mali. En réalité, son otage, c'était pour aller interviewer les chefs d'AQMI. C'est là que vous trouvez maintenant la coalition franco-algérienne contre le Mali, contre les pays de l'Est. Donc quand on vous présente les attaques des camions citernes, on va vous faire croire que c'est des Maliens. Mais en réalité, il y a 4 groupes. Et les groupes les plus puissants militairement qui opèrent au Mali, au Burkina, au Niger, souvent au Togo, souvent au Bénin, qui a une fois attaqué en Côte d'Ivoire, ces groupes-là s'appellent AQMI. Et AQMI, c'est un groupe algérien. Depuis sa création, ça a été toujours dirigé par des commandos algériens. Donc, ne cherchez pas à comprendre qui crée la pénurie de carburant au Mali. Et c'est ça qu'il fallait expliquer aux Maliens pour que les Maliens ne se trompent pas d'ennemis. Pour que les Maliens ne se retournent pas contre le pouvoir du président Assimi Goïta qui est en train de se battre pour les intérêts suprêmes du Mali contre les intérêts impérialistes de la coalition franco-algérienne. C'était ça. Et c'était ça la vraie communication qu'il fallait mettre en avant. C'est pourquoi nous sommes revenus en vitesse. Il fallait mettre cette communication en avant, expliquer aux Maliens qui attaque les camions citernes. Parce que quand on dit Jenim là, c'est vague. Dans Jenim, on a qui et qui? Dans Jenim, on a 4 groupes. Et dans 4 groupes, il y a 2 groupes dirigés uniquement par les Algériens. C'est le groupe AQMI et puis le groupe Al-Mourabitoum qui est dirigé par Mokhtar Bel Mokhtar, qui a été annoncé plusieurs fois mort. Mokhtar Bel Mokhtar, c'est un citoyen algérien. Il n'a rien de malien. Donc demandez-vous, pourquoi d'anciens islamistes, d'anciens politiciens algériens, radicalisés, devenus des groupes armés, se retrouvent en territoire malien, attaquent des citernes maliens, prétextant vouloir imposer une certaine version religieuse au Mali? Comprenez que c'est de la géopolitique. Comprenez que c'est une attaque géostratégique que le Mali est en train de subir. À nous maintenant d'apporter une réponse peut-être à la dimension. Maintenant, quelles sont les réponses apportées? Je pense peut-être on aura, les intervenants vont poser des questions déjà. Mais voici ce que je pouvais dire en introduction, le contexte général et surtout cause de ces attaques qui contribuent peut-être à des difficultés de ravitaillement au niveau du carburant. Ensuite, il faudra aussi savoir l'identité des groupes qui sont en train d'attaquer. Ce n'est pas des groupes exclusivement maliens. Vous avez seulement 2 groupes qu'on dit être maliens, Ansardine et puis Katiba Massina. Et même là, Ansardine, le chef c'est Yadagali, où est-ce qu'il se trouve? Il est en Algérie. Katiba Massina, le chef c'est qui? C'est Amadou Koufa. Koufa se trouve en territoire mauritanien.
Est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur la question? Mon cher Amelda Dani, voici ce que je pouvais dire en introduction. Si vous avez une autre question, vous pouvez me relancer. Merci. Oui, mais avant de te relancer sur le plan économique, est-ce que tu ne trouves pas que c'est la preuve que les terreaux ont compris qu'ils ne peuvent pas gagner militairement? Donc, ils essaient de gagner politiquement et économiquement parce qu'ils savent très bien qu'une attaque frontale contre les FAMA, ça unirait quelque part le pays contre eux et des renforts tels que l'Alliance des États du Sahel. Oui, ce qu'il faudrait noter, c'est pas que les terreaux, mon frère Dani, et c'est pas que les terreaux ont compris qu'ils vont pas faire le poids militairement, mais les sponsors étatiques. Il faut toujours revenir au communiqué officiel du Mali. Les sponsors étatiques étrangers qui sont derrière les terreaux, quand je suis allé jusqu'au niveau du parti FIS en Algérie, revenu jusqu'à la création d'ACMI, c'est pour comprendre qui sont réellement ces gens et pourquoi ils attaquent les camions citernes du Mali. Maintenant, les sponsors étatiques étrangers, dans un premier temps, ils avaient formé des commandos qui, si vous vous souvenez, quand le président Assimi Goïta, son équipe, quand ils sont arrivés au pouvoir, les attaques que le Mali subissait, c'était des attaques à bord des véhicules kamikazes. C'est-à-dire, il y avait des pick-up, véhicules pick-up bourrés de certains, voilà. Vous comprenez ce que ça veut dire, on est sur les réseaux sociaux. Donc, on roulait à toute vitesse et puis on pénétrait dans un camp et puis on se faisait, voilà, comprenez, ça faisait boum et ça faisait des dégâts. Nous avons communiqué, les experts maliens ont compris, ils ont tiré toutes les leçons, ils ont renforcé la sécurité de nos camps. Parce que les camps les plus ciblés, tous ces camps ont connu la présence soit de l'aménagement, soit des Barkhane, soit des Takuba, donc, ou des G5 Sahel, c'est-à-dire c'est des camps qui ont été occupés d'une manière ou d'une autre par ceux qui se faisaient appeler des partenaires. Donc ces logiciels, quand non seulement on a renforcé la sécurité des camps, des postes militaires, mais nous avons surtout détruit leur capacité à livrer des kamikazes contre nous. Donc les commandos qui ont été formés pour être kamikazes, ces commandos ont été anéantis. Donc finalement sur le plan militaire, à chaque fois qu'ils s'attaquent à un camp, la preuve c'est le camp de Nioro, il y a eu tellement, on ne va pas parler des 100 terreaux qui ont perdu la vie, il y a eu des camps comme ça où à chaque fois qu'ils sont attaqués à un camp, ils ont perdu tellement d'hommes valables, parce que ce sont des hommes valables qu'ils envoient en première ligne. Pour tous ceux qui sont experts des questions militaires, quand vous menez une offensive, vous mettez vos hommes les plus durs, les plus coriaces en première ligne. Et à chaque fois, ils se sont fait casser les dents. Donc ils ont perdu beaucoup d'hommes. Et aujourd'hui, ceux qui sont sur le terrain, nous sommes sur le terrain, ils ont de plus en plus beaucoup d'enfants. Je termine par là. Et ayant compris que sur le plan militaire, c'est-à-dire combat frontal face à l'armée malienne, ils ne font pas les poids. D'ailleurs, les derniers défilés militaires organisés par le Mali en témoignent logiquement. Le Mali est doté de vecteurs aériens, des chars, des blindés qu'ils ne pourront pas combattre. Vous attaquez un camp du Mali où il y a beaucoup de blindés, vos balles là, ça ne va que les militaires sont tout de suite à l'abri. Donc ils savent que combat frontal, ils ne vont pas faire les poids. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut créer une psychose en s'attaquant à ce qu'on appelle, en mettant en place ce qu'on appelle une guerre psychologique. Et cette guerre psychologique, c'est quoi? Il faut s'attaquer à des cibles civiles. Et quand je vois des médias de certains pays essayer de faire la publicité des actes de terror, j'ai dit, mais attention, c'est des camions citernes qui sont attaqués. Ces camions citernes sont conduits par des chauffeurs qui sont des civils. Ces chauffeurs civils-là perdent généralement leur vie. Et ça, si on prend la Convention de Genève, ça entre dans ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité. Des pays qui se disent avoir comme valeur la défense des droits de l'homme, qui se disent avoir comme valeur la défense de certaines normes, mais ce sont les mêmes pays aujourd'hui qui font la communication des crimes contre l'humanité, même pour leurs intérêts. Donc comprenez que non seulement sur le plan militaire, ils ne vont pas faire les poids, donc ils ont décidé maintenant de s'attaquer, parce qu'un camion citerne pris en fait, c'est plus de communication peut-être que 3 camps militaires attaqués. Donc ils utilisent beaucoup plus cette communication. C'est pourquoi à chaque fois qu'au moins il y a un camion qui est atteint, ils font tout pour filmer. Et là encore, ils sont en train de connaître des difficultés parce que la dernière bataille, c'est dans la forêt de Baoulé. La forêt de Baoulé, Kati Dio, c'est 20, Negala, 40. Donc la forêt de Baoulé, c'est aux environs de 60 km de Kati. Parce que la forêt de Baoulé, c'est immense. Mais les tronçons où le combat a eu lieu, c'est entre Negela et puis Soribougou. Ces tronçons, ça fait 25 km. Moi, j'ai eu à passer là-bas plusieurs fois, à moto, je sais pas, dans un bus, véhicule personnel, plusieurs fois. Donc, je connais l'endroit par cœur. Là-bas, c'est une forêt, il n'y a pas de village. Mais
quand ils se sont attaqués à notre convoi, mais il y avait des forces spéciales qui escortaient. Ils ont voulu incendier, brûler, mettre à feu au moins un camion citerne. Mais ils ont été tenus au respect à distance par les forces spéciales. C'est pourquoi le cousin d'Iyad Agali a perdu sa vie lors de ces combats. Parce que non seulement ils ont été détruits pendant les combats, ils étaient beaucoup nombreux, c'était des forces spéciales du Mali, ils n'ont pas pu faire le poids. Mais derrière, il y a les hélicoptères de l'armée malienne sont arrivés en quelques minutes simplement. Et ces hélicos ont héliporté des commandos maliens qui ont atterri tout de suite derrière les lignes ennemies. Ils ont été presque encerclés. C'est pourquoi ils ont tous été neutralisés. Et le chef même du combat a été blessé. Mais ils ont pu peut-être échapper avec lui. Mais il va rendre l'âme un peu beaucoup plus en avant. Donc militairement, combat frontal, ils ne peuvent pas faire le poids. Même ceux qui sont derrière et guerre conventionnelle, ils ne nous font ni chaud ni froid. Mais ils s'attaquent à des camions citernes. Et dans tous les pays du monde, il faut peut-être avoir aujourd'hui la puissance de l'armée malienne pour escorter 300 camions citernes sans égratigner. Et là, je ne les ai pas vus parler de ça. Merci. Je reviens un peu sur ce que tu as dit. Tu sais, le carburant, c'est le nerf de la guerre. Et les terreaux attaquent quoi? Les blindés, les motos, les convois, les petits... Bon, excuse-moi, mais je dis les blindés. Ils attaquent les blindés, les convois. Mais on se rend compte que au Mali... Qu'est-ce qui fait fonctionner des petits hélicoptères, le carburant, toutes ces motos, bref les convois, c'est le carburant. Les FAMA dépendent à 100% des importations et les terreaux le savent. Donc ils ne bombardent plus les casernes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent les approvisionnements. Ils limitent les affrontements avec les hommes. Mais la question que moi j'ai envie de te poser un peu, qui est une question un peu plus large, Diawara. Est-ce que tu ne trouves pas que, au-delà de cette guerre hybride qui est menée contre le Mali, il y a aussi question là quelque part d'affaiblir, le gouvernement, parce que là on entre dans les caractéristiques, les points fondamentaux de la cinquième génération de guerre. Est-ce que tu ne trouves pas que nous sommes dans une situation où l'Occident se dit nous devrons à tout prix affaiblir le Mali, isoler le Mali de l'AES, c'est-à-dire l'asphyxier sur le plan économique. Tu l'asphyxies en la privant de carburant, automatiquement les FAMA sur le terrain ne peuvent plus assez mener d'attaque parce que, imaginons que la crise de carburant s'étendrait sur 1 an, 2 ans. Si on prend un peu... Si on essaie un peu de regarder les autres guerres dans le temps, par exemple Stalingrad en 1942, quelque part, c'est l'un des facteurs de la défaite de l'Allemagne. Nous sommes d'accord. On prend le cas de la Syrie dans les années 2015 à 2017. On prend même le cas d'autres pays. C'est les mêmes réalités, les mêmes conséquences qui ont précédé la chute de ces pays en temps de guerre. Aujourd'hui, le Mali subit une réalité qui est brutale. C'est que les terreaux se disent, pourquoi attaquer une armée frontalement lorsque nous pouvons l'asphyxier économiquement, quitte à pousser le peuple pour se révolter contre son gouvernement, créer une forme de révolution colorée afin d'isoler le Mali de l'AES et de fragiliser les 2 autres États afin de les attaquer de manière simultanée. Est-ce que tu ne penses pas que cette opération ne se limite pas seulement au Mali? Elle va même bien au-delà du Mali. Elle concerne même le Burkina Faso et le Niger, qui, je tiens à rappeler, ne sont même pas aussi, eux, à l'abri de ces attaques qu'ils subissent. Merci beaucoup. Je pense s'ils ont calculé, en tout cas, logiquement c'est leur calcul, mais ils se trompent. Parce que vous avez bien fait de citer le cas de l'Allemagne, qui se battaient en URSS, qui n'était pas le territoire allemand. Donc ils étaient très loin de leurs frontières. Parce que les Allemands, en rompant les pactes qu'on appelle du 23 août, les pactes de non-agression, avec l'Union soviétique, ils comptaient surtout beaucoup plus sur les carburants de la Roumanie, et surtout, ils espéraient atteindre le pétrole au niveau de l'Azerbaïdjan. Donc ils sont trompés de calcul. Seulement, si nous savons aussi que les pays impérialistes actuels travaillent avec tous les logiciels d'Hitler, d'Adolf Hitler. Nous savons que Hitler imprimait une monnaie pour eux, ils ont imprimé une monnaie pour leurs anciennes colonies. Nous savons que Hitler avait envisagé de saboter livre sterling la monnaie de la Grande-Bretagne, et ils ont saboté la monnaie de la Guinée-Conakry. Bref, ils travaillent beaucoup plus avec les logiciels d'Adolf Hitler, ça nous le savons. Mais ils se trompent de calcul.
Mais je ne vais pas les aider, on ne va pas les faciliter la tâche. Mais pour vous rassurer, mon frère Dani et tous ceux qui sont en train de nous suivre, cette crise des carburants a beaucoup surtout fait du mal au terreau plutôt qu'à l'armée malienne. Parce que l'armée malienne est ravitaillée autrement. Je ne vais pas vous dire autrement, mais c'est-à-dire, même si ce n'est pas par voie terrestre, l'armée malienne peut bel et bien être ravitaillée. Et c'est là que beaucoup ont parlé de l'arrivée d'un avion Ilyushin D-78, qui est un avion cargo, citerne, un avion ravitailleur de l'armée russe. Beaucoup pensent que c'est des avions qui peuvent uniquement ravitailler en vol, mais attention, c'est des avions qui ne peuvent pas uniquement ravitailler en vol, mais qui peuvent aussi, parce que ces avions sont chargés au sol. Et puis, c'est des avions qui sont censés ravitailler en kérosène, mais c'est juste une question de cuve. On peut juste, à la place d'une cuve de kérosène, mettre une cuve à essence. Nous savions qu'il y a eu un avion déjà qui, sans doute, a atterri ici à Bamako. On ne va pas entrer dans tous les détails, mais je sais que l'armée malienne peut être livrée autrement. Et d'ailleurs, l'approvisionnement de l'armée malienne, il faudrait distinguer ça de l'approvisionnement du Mali en général. Parce que ce qu'on voit, c'est l'approvisionnement du Mali en général, du Malien lambda. Mais pendant ce temps, nous sommes sur le terrain. Nous avons vécu tout ça ici. Même si je suis sorti quelquefois ici, Iran, c'est pour très peu de temps. Souvent 15 jours tout au plus. L'armée malienne n'a jamais neutralisé autant de terreaux que pendant cette crise de carburant. Je le dis, je répète. L'armée malienne, de mon point de vue, de ce que je sais depuis le début de cette histoire, étant dans la communication depuis le début, l'armée malienne n'a jamais neutralisé autant de terreaux. Donc il y a des milliers de terreaux qui sont abattus par l'armée malienne. Mon frère, il manque donc, nous avons des informations où ils essaient de recruter localement, même par des forces. Toutes les petites villes aujourd'hui, s'ils peuvent, là où s'ils absentent, c'est-à-dire quand l'armée n'est pas là, l'armée est en mouvement, ils obligent les gens, les chefs de village, à recruter, à donner 20 hommes obligatoirement. Tous les villages un peu gros, 15. Et tous les petits villages, 10 hommes. C'est-à-dire qu'il manque crièrement d'hommes. Vous savez, même leurs attaques, regardez, ils n'attaquent dorénavant qu'au niveau des 3 points. C'est-à-dire sur la route de Caille, au niveau des tronçons Lakamane, sur la route de Kita, ça aussi c'est entre Kenyaba et Bamako, au niveau de la forêt de Baoulé, et puis à la frontière avec la Côte d'Ivoire, et là c'est au niveau des 2 points, c'est-à-dire entre Kolondjeba, Kadiana, et puis entre Sikasso et Zegwa. Donc quand vous regardez, vous analysez leur attaque aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire malien, ils n'attaquent qu'à 3 points. Parce que les 3 points, si vous prenez le premier qui est Lakamane, ça c'est aux abords de la région de Caille, entre Caille et Nyoro. C'est-à-dire la région de Caille est adossée au Sénégal. Donc là, le Mali continue de s'arrêter, la région de Caille est ravitaillée à partir du Sénégal, il n'y a pas de pénurie de carburant, ils parviennent à trouver du carburant dans la région de Caille pour orchestrer, pour mener quelques attaques à ce niveau. Bon, de l'autre côté, ils peuvent se doter en carburant de l'autre côté de la frontière ivoirienne, soit du côté, voilà, Kadiana ou bien Zegwa, ils peuvent là-bas se doter du carburant et venir attaquer, mais ils ne peuvent pas dépasser Kolondjeba. Et de l'autre côté aussi, ils ne peuvent pas dépasser Sikasso. C'est pourquoi dès que le convoi atteint Kolondjeba, Bougouni ou bien Sikasso, le convoi roule en toute sécurité, même pendant la nuit, parce que les terreaux manquent de carburant pour mener une opération. Aujourd'hui, les terreaux sont limités dans leur action. C'est-à-dire ce qu'ils ont tenté. Et puis c'est pourquoi je dis pas de panique. Les terreaux n'ont pas de carburant aujourd'hui pour mener une opération de grande envergure. C'est pas possible. Toutes les opérations sont cantonnées près des frontières mauritaniennes, sénégalaises ou ivoiriennes. Au-delà, éloignés de ces frontières, les terreaux sont en manque de carburant. Et souvenez-vous, pourquoi les sponsors des terreaux les ont obligés à passer à cette stratégie de combat? C'est parce que l'armée malienne les avait asphyxiés, avait interdit à certaines stations-service à l'intérieur du pays, dans certaines zones rurales, de fonctionner. Donc les terreaux dans leur communiqué, ils ont dit que l'armée malienne allait priver de carburant, ce n'est pas normal. Si tel est le cas, tout le Mali doit souffrir de ce manque de carburant parce qu'ils en manquent. Les terreaux n'ont plus le carburant pour mener. Et d'ailleurs, ils sont en train de, j'ai vu l'une de leurs vidéos où ils appellent à passer à des motos électriques. Comprenez, à des motos électriques. Donc les terreaux sont en manque de carburant. Certes,
Ça fait mal à la population. Mais depuis le début de cette histoire, depuis l'arrivée au pouvoir du président Assimi Goïta, son excellence, les terreaux n'ont jamais perdu autant d'hommes que maintenant. Et quand vous voyez que nous sommes en train d'escorter des centaines maintenant facilement, parce qu'ils avaient créé 3 commandos, 3 groupes nuisibles. Et les commandos les plus dynamiques étaient celui qui opérait non loin de la frontière ivoirienne. C'est ce commando qui a été détruit à Kolondjeba. Mais d'après nos informations, ils sont en train de vouloir reconstituer notre commando, mais à partir de ces messieurs, les chameaux, comprenez. Là aussi, nous avons des informations, nous savons comment ils sont ravitaillés et autres, mais rassurez-vous, l'état-major du Mali a mis en place une opération qu'on appelle Fouga Kene. Fouga Kene, ça veut dire quoi, pour traduire ça facilement en français facile, c'est quoi? Vallée libre. Pleine libre. Il n'y a personne là-bas. Pas de. Est-ce que tu peux expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas cette opération, qu'est-ce que c'est de manière basique? Cette opération, merci, je vois le général Famouké Kamara, c'est lui le chef de cette opération. C'est l'un des officiers qui a réellement, sur le terrain, commencé la stabilisation des régions du nord du Mali. Parce qu'il était à la tête des opérations militaires dans la région de Gao. C'est de là-bas qu'il a été nommé chef d'état-major de la garde nationale du Mali, général Famouké Kamara. Et c'est en plus d'être militaire de terrain rompu, lui qui gire chaque fois quand il sort en mission, il dit il part jamais pour revenir vivant. Lui, chaque fois qu'il sort, c'est pour mourir en martyr. Donc c'est un combattant, un homme rompu dans les tactiques de guerre. Et en plus, c'est un grand intellectuel. Il a son doctorat dans un autre domaine. Donc c'est un grand intellectuel, ce monsieur. Donc c'est lui qui a été nommé spécialement pour dégager nos routes nationales de ces terreaux. Et depuis sa nomination, tous les convois sont arrivés à bon port. Il s'agit du général Famouké Kamara, à la fois chef d'état-major de la garde nationale. De l'opération Fouga Kene, c'est l'opération qui vise à dégager nos plaines, dégager la vallée, dégager les couloirs, dégager toutes les voies d'approvisionnement. Et c'est le général Famouké Kamara qui a été nommé pour mener à bon cette opération de bon terme. Et escorter plus de 300 camions citernes à la fois, ce n'est pas donné à tout le monde, sans égratigner. Mais je vous assure qu'il est réussi. Et pendant ce temps, les forces spéciales de l'armée malienne sont en train de se déployer un peu partout. Nous disons à tous les Maliens, à tous les Africains, rassurez-vous. Cette crise des carburants, c'est une occasion en or pour l'armée malienne de finir définitivement avec ces terreaux qui manquent de carburant, qui aujourd'hui, des gens qu'on partait chercher dans des coins de brousse, qui se cachaient derrière les buissons, sont obligés de venir s'exposer aux abords des routes nationales. Et le Mali est doté de suffisamment de vecteurs aériens. Je ne connais pas un seul pays en Afrique de l'Ouest, pas le Nigeria, qui a autant de vecteurs aériens que le Mali. Donc, face à la puissance du fait du Mali, venir aux abords des routes nationales pour atteindre les camions citernes, c'est tout simplement se livrer au suicide. Donc, l'opération Fouga Kene, c'est l'opération qui vise à dégager les voies d'approvisionnement du Mali en hydrocarbures. Merci. Très bien, on ne donne pas assez de détails sur cette opération, c'est très important. Draman, nous sommes à toi pour des questions si tu en as un, frère. Ok, ouais. Mon général, comment tu vas? T'as mes respects, malgré que t'es mon fils, t'as mes respects, tu vois, ça c'est une réalité. Ça, tu savais, j'allais t'attaquer sur ce point-là et j'allais pas t'épargner. En tout cas, merci pour tout le travail que tu as accompli. Et franchement, on a besoin de toi. Ça fait un moment, je te dis qu'on a besoin de toi sur TikTok. Il faut que tu occupes le terrain, toi aussi, en mode opération Fouga Kene pour tout nettoyer. Donc, c'est-à-dire que, première question, moi, je voulais te poser, on a vu que toute cette pression qu'on essaie de mettre, qui est plus qu'on appelle une guerre informationnelle que ce qui se passe réellement sur le terrain, bien sûr qu'il y a des difficultés. Mais est-ce que c'est pas aussi pour mettre la pression sur le sud, pour desserrer le nord et pour mettre une opération en place dans le nord? Parce qu'on sait que eux, leur but même, c'est le nord du Mali. Non, en fait, ils ont un seul objectif aujourd'hui, c'est comment renverser le pouvoir en place. Maintenant, ils savent que s'ils atteignent cet objectif, les lacunes qu'ils vont mettre en place vont les livrer le nord du Mali. C'est-à-dire, ils ont besoin d'un objectif général et à partir de cet objectif général, ils vont atteindre les objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques, c'est peut-être comment avoir le nord du Mali, c'est qui doit avoir la part du marché du pétrole, c'est qui doit... Nous savons qu'on parle d'une entreprise qui exploitait de l'or du Mali qui a été privée
de cela. Donc, d'après certaines informations toutes fraîches que nous avons, cette entreprise contribue à financer ces attaques contre les camions-citernes. Cette entreprise aussi vise à reprendre sa part dans les vols de l'or du Mali. Donc, chacun d'eux a ses petits objectifs. C'est comme quand ils étaient en train de combattre Kadhafi. Vous savez, à peine que Kadhafi a été renversé, tout de suite, il y a Eni de l'Italie, il y a Total de la France, il y a toutes ces entreprises qui sont venues se partager. C'est lors du partage qu'ils ne sont pas tombés d'accord. C'est pourquoi la Libye s'est retrouvée divisée en deux. Sinon, si c'était bien partagé la chose, la Libye n'avait aucune raison d'être divisée en deux. C'est parce qu'ils ne s'attendaient pas, il y avait des intérêts qui divergeaient. Tel disait, c'est moi qui ai beaucoup contribué, nous avons financé cette part, nous on avait envoyé des hommes, nous on avait envoyé du matériel, nous on était là aussi au niveau de l'ONU, nous on était là au niveau de la communication. Dans les partages de la Libye après Kadhafi, ils ne se sont pas mis d'accord. C'est pourquoi nous on a dit, il ne faut pas laisser permettre que le Mali tombe entre les mains des gens comme ça, qui ne sont jamais d'accord même sur quelque chose. Et en 2012, quelque chose s'est passé. Et c'est la coalition franco-algérienne en 2012 qui avait pris le contrôle du nord du Mali. Et souvenez-vous, en 2012, la coalition qui avait pris le contrôle du nord du Mali, c'était trois groupes. C'était le MLA, c'était Ansardine, et puis c'était ACMI. L'autre là, Moudiao, est arrivé quand la conquête prenait sa fin, pour être le quatrième groupe. Mais si vous prenez ces groupes-là, les trois principaux, les MLA, c'est le Bilal al-Sherif. Bilal al-Sherif, c'est qui? Il est constamment en France. Et si vous prenez Ansardine, c'est Yadagali, il est constamment en Algérie. Et si vous prenez ACMI, c'est qui encore? C'est les Algériens. Donc c'est la coalition franco-algérienne qui avait raison du Mali en 2012. Et d'ailleurs, la terrible bataille d'Aguelok, ce sont les trois groupes qui ont mené ça. Mais, lors du partage maintenant des ressources du Nord, ils ne se sont pas mis d'accord. Parce que le groupe pro-France, les MLA, a autoproclamé l'indépendance du Nord du Mali ainsi avril. Et c'est là que les groupes pro-Algérie disent, on crie à la trahison. Qui êtes-vous pour proclamer l'indépendance alors que les groupes pro-Algérie étaient beaucoup plus puissants militairement sur le terrain plus que les groupes pro-France? C'est là que vous allez entendre que ACMI, Moudiao ont fait la guerre aux MLA et puis ils ont chassé les MLA du territoire malien. C'est quand les MLA étaient chassés du territoire malien, qui est le groupe pro-France, c'est là qu'il y a eu l'intervention maintenant de la France pour, selon eux, libérer le nord du Mali. Mais libérer le nord du Mali de qui? Des groupes pro-Algérie. C'est pourquoi Algérie avait refusé les droits de survol de son territoire pour cette opération. Parce que c'était contre les groupes d'influence de l'Algérie dans la sous-région. Donc ce sont les mêmes, ils ont repris la même formule et nous faisons face aux mêmes gens, c'est tout. Ok, c'était nickel. Sur ce qui est en train de se passer là actuellement, est-ce que tu penses que cet échec là, le fait que l'approvisionnement, on sait que dans les prochains jours ou prochaines semaines, aura totalement repris, parce qu'il faut savoir que il faut souligner que malheureusement, il y a certaines personnes qui ont profité de cette crise pour faire des choses très très négatives. Et tu sais, bon, malheureusement, on le dénonce fortement, ceux qui profitent d'une crise pour s'enrichir. Et surtout quand le Premier ministre Abdoulaye Maïga le rappelle, comme quoi que l'essence que nous recevons aujourd'hui, c'est du sang humain. C'est-à-dire c'est des militaires, c'est des comment ça s'appelle, c'est des militaires, c'est des chauffeurs qui ont donné leur vie. Mais est-ce que tu penses, après avoir tout retourné à la normale, est-ce que c'est pas définitivement fini pour eux? Parce que ça va mettre un truc dans la tête, psychologiquement dans la tête de Maliens, c'est qu'à chaque preuve, on a réussi à la relever, par exemple, aux précédentes crises qui sont passées. Est-ce que tu penses que c'est pas un choc aussi qui va vraiment mettre le Mali vraiment définitivement sur un cap de guerrier qui sera prêt à vraiment affronter toute preuve? Je le sais qu'ils sont déjà. Je sais que le peuple malien est prêt parce que on le voit d'ailleurs, leur résilience, leur vélo. Ils ont même fait une comédie. Ce qui est beau à voir, c'est que ce peuple-là, il est fort. C'est qu'ils ont fait des chansons, des comédies, et ça rassure même les gens qui sont à l'étranger de voir que le peuple est debout sur les remparts. Mais est-ce que tu penses que ce coup-là, c'est pas aussi une épreuve pour nous, mais qui va nous rendre encore plus forts pour nous dire définitivement on est prêt à tout ce qui arrive? Je parle de la... Vous savez, s'il y a un deuxième pays en Afrique qui a failli ne pas être colonisé, ça doit être le Mali. Nous avons fait 38 ans de guerre et de résistance pour qu'on ne soit pas colonisé. 38 ans, beaucoup de nos rois ont perdu leur vie. Il ne s'agit pas de 5 rois, je parle de plus de 10 rois qui ont perdu leur vie en affrontant les mêmes aujourd'hui qui reviennent encore.
Donc je suis convaincu que les peuples maliens doivent gagner cette épreuve. Nous devons réussir ça haut la main si nous voulons que le reste de l'Afrique se libère. Et s'il est sûr que dans notre hymne national, ça ne date pas de mon époque, depuis que nous autres, nous ne sommes pas nés, dans notre hymne national, on dit chaque fois pour l'Afrique et pour toi Mali. Si ça c'est vrai, que nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi Mali, notre drapeau sera liberté. Si réellement nous chantons ça tous les jours, que nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique d'abord et pour nous Mali, si nous sommes convaincus, et si dans le troisième couplet de notre hymne national, c'est écrit noir sur blanc, nous les chantons, la voie est dure, très dure, qui mène au bonheur commun. Courage. Si nous chantons ça dans notre hymne national, si nous chantons dans le deuxième couplet, debout villes et campagnes, debout femmes, jeunes et vieux, pour la patrie en marche, si réellement nos prédécesseurs avaient anticipé sur tout ce qui arrive, ils avaient écrit ça, et notre devise, un peuple un but une fois, ils avaient anticipé sur toutes ces épreuves. L'un d'eux avant de mourir, de repartir, de quitter ce monde, c'est Badian, d'ailleurs l'auteur de l'hymne national, il a dit, pendant que les Maliens étaient encore occupés par la France, il a dit notre peuple va finir par se libérer. C'est un peuple très fort, c'est un peuple qui est habitué à la résilience. C'est pourquoi ne soyez pas surpris. Quoi qu'il fasse, le peuple malien est résilient. Première des choses. S'ils vont atteindre l'unité de l'armée malienne, non, je vais vous dire pourquoi j'ai fait ce rappel. Vous savez, quelque chose de malheur, quelque chose de bon. Pour les enfants, peut-être on parlera de la bonne pédagogie, pour les adultes, peut-être de l'andragogie. C'est-à-dire, cette épreuve en soi a contribué à sensibiliser davantage les Maliens sur l'utilité d'avoir une nation forte, sur les avantages de soutenir les autorités, sur les avantages de ne pas être coiffé, de ne pas être dominé par un autre peuple. Cela permet aujourd'hui au peuple du Mali de comprendre qui nous attaque réellement et pourquoi. Parce que peut-être il y a quelque chose de malheur, quelque chose de bon. Le peuple du Mali a appris pourquoi est-ce que qui avait enlevé le président Laurent Gbagbo, qui avait fait éliminer Kadhafi, qui avait fait éliminer Thomas Sankara, qui avait fait éliminer Lumumba, qui avait fait éliminer. Est-ce que nous allons permettre que le président Assimi Goïta, on va le laisser tomber? On ne va pas le laisser tomber. C'est cette communication, la sensibilisation passe. Tout ce qu'il pose comme acte visant à déconstruire, parce que attaquer les camions sectaires, tout ça c'était quoi? C'était soulever les populations, comme l'a dit Dani, contre les autorités en place, donc permettre peut-être à certains manipulés de renverser les pouvoirs en place et mettre en lieu et place leur larbin et laquais à la tête du pays. Et en ce moment, c'est laquais va vendre le Mali. Et si on perd le Mali, comment vous voulez que les deux autres pays de l'Est puissent survivre tranquillement? Ça ne serait pas facile. Parce qu'à partir du territoire malien, avec toutes les armes que le Mali dispose, s'il faut retourner ça contre les deux autres pays de l'Est, ça ne va pas fonctionner. Donc les deux autres pays de l'Est ont compris, les états-majors du Burkina, du Niger sont déjà arrivés. Parce que n'oubliez pas le contexte de la création de l'AES, c'était pour défendre ensemble le Niger. Et aujourd'hui, si le Mali est attaqué à ce point, ce n'est pas que le Mali, c'est l'AES qui est attaqué. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas mener ces attaques à la fois partout dans l'espace AES. Il faut commencer par le Mali, tête de pont qui assure la présence de l'AES. Le Mali peut-être qui est le premier à aller vers les risques, qui déjà il y a une ambassade de la Russie, il y a dans aucun pays africain tu vas trouver autant de conseils militaires russes comme c'est le cas au Mali. Je dis bien dans aucun pays africain. Donc il faut commencer par le Mali, il faut tenter quelque chose là-bas. Sinon si vous osez du côté du Burkina, le renfort viendra rapidement du Mali. Du côté du Niger, le renfort viendra. Donc pour eux, il faut commencer forcément par le Mali. Et les deux autres pays de l'Est sont en train d'arriver en renfort. Le Burkina est arrivé, le Niger est arrivé, leurs états-majors sont arrivés. Il y a eu des discussions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me demandez pas, je ne sais pas, mais vous aurez ça, vous saurez ça très bientôt sur le terrain. Peut-être l'albinos noir va apparaître. Ouais, moi, en tout cas, c'est les questions que j'avais à te poser aussi. Les conséquences, et surtout maintenant, tu nous en parles plus tôt. Je pense qu'il faut que tu continues à le dire. Il faut exploiter le pétrole, ne serait-ce qu'un petit gisement avec une petite raffinerie. Ça peut beaucoup nous aider, parce qu'on en a. Mais après, je trouve que ce n'est pas le moment de le faire, hein, Dramani. Non, pas maintenant, parce que le général Issa Diawara, ça fait un moment déjà, il le dit. Ça fait plus de, tu sais que ça fait plus de 1 an, 2 ans, il est en train de chanter
exploiter ne serait-ce qu'un petit gisement, ce qui peut au moins approvisionner le pays. Parce qu'en fait, on a un pays, Dani, qui est un peu dans un problème où même l'électricité est fournie par le carburant. D'ailleurs, que je pense qu'avec tout ce qui est rentré là, si c'était que pour les véhicules des usagers, je pense qu'on a largement là les quantités. Mais il faut faire tourner les centrales thermiques aussi à base de carburant. Voilà. Les générateurs, les avions, tout ça, etc. Exactement. Le Mali consomme pour l'électricité et l'énergie, d'après un opérateur économique, 1 million de litres de carburant. Ça fait à peu près 24 camions citernes tous les jours pour produire l'électricité. 24 camions citernes de 45 000 litres chacun. C'est bon? Donc comprenez, en fait, exploiter, ça fait longtemps qu'on disait peut-être. Vous savez, nous autres, nous sommes arrivés quand le président Assimi Goïta, quand j'ai compris qu'il devait affronter les impérialistes, quand il a lancé cet appel en disant, demandant aux jeunes Maliens si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Bon, étant peut-être analyse peut-être des questions géopolitiques sur d'autres médias, nous avons dit qu'il faut revenir. Il faut parler en langue locale, il faudrait expliquer, il faudrait que les populations comprennent, il ne faut pas qu'ils soient incompris, comme certains dirigeants africains qu'on nous disons peut-être il est arrivé très tôt. Arrivé très tôt, ça veut dire quoi? C'est seulement il n'a pas été compris. La communication n'avait pas passé. L'information ne passait pas. La base ne savait pas ce que les dirigeants faisaient réellement. Regardez comment Lumumba a été livré. Qui a fini avec lui? Ce sont les Mobutu qui l'ont livré à Moïse Tshombe. Bon, ça c'est un autre débat. Regardez comment Thomas Sankara, qui l'a assassiné, qui l'a éliminé physiquement, c'est Blaise Compaoré, c'est un militaire burkinabé. Qui a découpé peut-être Samuel Doe, même s'il est arrivé à peu près dans les mêmes conditions. Ce sont les Libériens. Mais pourquoi un peuple se met chaque fois à découper ses dirigeants? Posez-vous la question. C'est parce que les dirigeants n'est pas compris par le peuple. Et on finit chaque fois par regretter. Même les Libyens qui ont pris les armes contre Kadhafi, aujourd'hui regrettent Kadhafi, parce qu'ils n'avaient pas compris. Donc nous avons dit, il faut être là, il faut jouer un peu cet intermédiaire pour que les populations comprennent les actions. C'est pourquoi on avait proposé aux autorités de tout faire pour exploiter le pétrole. Peut-être on avait vu venir ça. Mais on ne pouvait pas dire, on ne peut pas dire, sur un plateau, tous faites attention, un jour, ils pourront s'attaquer à notre approvisionnement de carburant. On ne peut pas le dire. Mais on peut parler peut-être en mettant un peu de code. Je pense qu'on peut se faire comprendre quand je dis faites l'impossible pour exploiter le pétrole. Il y a 2 ans, il y a 3 ans même déjà, il y a 3 ans. Donc, on va faire quelque chose. Donc maintenant, on n'est plus à ce niveau. Mais ensuite, nous allons faire beaucoup de choses. Même acheminer notre approvisionnement par pipeline. On n'est pas obligé d'utiliser les camions citernes, mais ce n'est pas tout de suite qu'on peut le faire dans le fait de l'action peut-être. Et ensuite, il y a d'autres voies d'approvisionnement, il y a beaucoup de choses. Il y a des solutions qu'il faut imaginer, envisager à court terme, à moyen terme et sur le long terme. Sur le long terme, la finalité c'est quoi? C'est exploiter notre pétrole. Mais pourquoi simplement le pétrole? Le Mali est doté d'une ressource très rare qui peut servir toute l'Afrique de l'Ouest en énergie. C'est l'hydrogène vert qui se trouve à Bourakebougou, à moins de 5 km de Bamako. Si l'hydrogène vert, et puis qui peut être renouvelable, c'est de façon discontinue. Pourquoi le Mali n'exploite pas ça aussi? C'est la question qu'il faut se poser. Sur le long terme, on n'est pas obligé d'aller vers le carburant. Le Mali peut avoir d'autres sources énergétiques que peut-être le carburant. Et puis autre, l'énergie du Mali peut fonctionner autrement. Nous avons le soleil. Et par an, nous avons combien de fois le soleil? Donc il faudra aller vers le soleil. Nous avons 2 fleuves. Nous sommes l'un des rares pays à connaître 2 grands fleuves. Je ne parle pas des petits fleuves. 2 grands fleuves. Mais ensuite, nous avons l'hydrogène aussi qui se trouve au niveau de Bourakebougou, qu'on peut utiliser pour produire l'électricité pour l'ensemble des pays de l'AES. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de perspectives, mais je pense qu'il y a des solutions à court terme, et les solutions à court terme, pour le moment, nous sommes là-dessus, comment continuer à maintenir l'approvisionnement du pays en carburant, et pour ça, l'armée est mobilisée. Ce que nous proposions seulement à l'armée, c'est de mobiliser les volontaires. Il faut mobiliser les gens. Mais je rebondis un peu sur quelque chose de très intéressant que tu as dit, Général Diawara. Tu as parlé de ressources. Bon, ça, je reste dans les ressources minières, etc. Mais tu sais que l'une des ressources les plus importantes, et je dirais même la plus stratégique, c'est la population. Je rebondis sur l'aspect communicationnel et informationnel, la sensibilisation. Est-ce que toi qui es au terrain, est-ce que tu trouves que ce travail est effectué en profondeur? Parce que je tiens un peu à tirer un peu la sonnette d'alarme. Lorsqu'on écoute les propagandistes et les trolls, lorsqu'on écoute certains Maliens, entre parenthèses, qui se plaignent sur les réseaux sociaux, on a tous cette tendance à croire que c'est plutôt des Maliens qui vivent à l'étranger, mais qui ont peut-être pour objectif par derrière d'instrumentaliser la masse
afin de créer une psychose, afin de la faire douter de ses dirigeants. Bon, est-ce que sur le terrain, il y a des outils, tout est mis en œuvre pour que cette population, il y ait cette forme de conscience collective et que cette population soit mobilisée pour soutenir ses dirigeants? Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la communication. Simple preuve, vous voyez, peut-être toi tu es très fatigué, épuisé, je te vois tous les jours. Colonel est comme ça. Nous sommes obligés d'être à la fois sur Facebook. On n'est jamais fatigué en général. Non, ça c'est normal. On a décidé de plus dormir. L'être humain n'est pas une machine. Il s'épuise, il se fatigue, il doit boire de l'eau, il doit respirer. Donc, tu vas constater, toi, Denis, tu es à la fois sur Facebook, tu es sur TikTok, et lui, Drama Les Saliers, c'est la même chose. Je me retrouve même à faire maintenant des textos, comment les contrecarrer. Donc, on se retrouve sur tous les terrains à la fois, on dort très peu haute. Ça montre qu'on a besoin réellement de renforts. On a besoin d'augmenter ces temps de communication. Et il y a déjà des médias d'État sur place, peut-être qu'il faudrait renforcer davantage, voir peut-être, est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser beaucoup plus, nos médias d'État ne doivent pas être beaucoup plus présents pour contrecarrer les narratifs de l'ennemi. Est-ce que nos médias d'État ne doivent pas multiplier aussi la communication en langue locale, s'adresser directement à nos populations? Parce que l'enjeu, il ne s'agit pas d'informer l'opinion française, il ne s'agit pas d'informer l'opinion, je ne sais pas de quel pays, et belge. L'enjeu, c'est d'informer l'opinion malienne de ce qui se passe. Mais est-ce que nous devons nous continuer, peut-être nos médias publics, à faire nos journaux de 24 heures, peut-être, je ne sais pas, de 20 heures, journal, l'édition la plus suivie, normal, je ne sais pas si c'est 45 minutes ou combien de temps, continuer de faire ça en français. Or, si nous savons qu'il y a près de 70% des Maliens qui ne comprennent pas français, 70% des Maliens ne comprennent pas français, pourquoi faire un journal en français pour parler, pour dire aux Maliens ce qui se passe au Mali? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer. Beaucoup de choses. Les médias locaux, les médias, la langue de communication de ces médias doit être exclusivement nos langues nationales. Quant aux impérialistes, il ne faut pas qu'ils se soucient trop d'eux. Nous autres là, les volontaires là, nous savons comment les répondre, nous savons comment les bombarder. Nous connaissons, il ne doit pas d'experts. En tout cas, RFI, il faut qu'on fasse, il faut recadrer les choses en fait. Je pense que ça part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il faut définir les rôles. Chez eux par exemple, on sait c'est quoi le rôle de LCI, le rôle de TFR, c'est quoi le rôle peut-être de RFI, de France 24 qui n'a rien à voir avec LCI. Chez nous, les choses ne sont pas très coordonnées en fait. Et c'est ça qui nous manque. Ah oui, tu as touché un point très très important, Diawara. Ah. Ça nous manque, les gens ne sont pas organisés, ne sont pas coordonnés. Exactement. Entre nous, on peut dire, j'ai dit, bon, moi, suivant mon profil, je serai uniquement sur ce terrain, Dani va rester sur tel autre terrain, l'autre on va pas se marcher sur les pieds. On est trop éparpillés. On pourra communiquer ensemble. Les médias aussi, il faudrait départager les tâches. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer. Mais tout ce que nous pouvons faire, étant loin de la chose publique pour le moment, c'est de continuer de proposer. Il faut multiplier les propositions pour que nos autorités tiennent, pour qu'on gagne ces pays. Maintenant, parlant des Maliens, certains Maliens qui sont à l'étranger, qui attaquent les pays, vous vous souvenez, il n'y a qu'au peuple africain qu'on fait miroiter certaines choses. Surtout quand je dis peuple africain, il s'agit de nous, comprenez ce que je suis en train de dire. Il n'y a que nous. Parce que quand Haïti était dans les problèmes, je me souviens, il y a des Haïtiens étant chez les impérialistes qu'on a regroupés, on a mis ensemble, on a dit, vous appelez gouvernement en exil. C'est-à-dire que dans un autre pays, vous appelez gouvernement en exil là-bas. Vous ne verrez jamais un gouvernement en exil de la France aux États-Unis ou bien en Chine. Mais il n'y a que nous, il faut faire croire à ces gens. Et ici aussi au Mali, on n'échappe pas à ça. Il y a quelqu'un qui s'est autoproclamé président du Mali ou quoi, depuis Abidjan. Donc il n'y a que l'Africain qui pense comme ça. Aller dans un autre pays, il est convaincu, ça me fait passer à l'opération le débarquement de la baie de Cochon, que les États-Unis ont tenté contre les Kiba. Donc cette opération, on pensait que c'était les Kiba, mais derrière c'était les Américains, mais qui ont échoué. Mais c'était quoi? On allait déposer, remplacer Fidel Castro par un homme des États-Unis. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui contre le Venezuela. Vouloir remplacer le président Maduro par un homme favorable aux intérêts américains. C'est la même chose. Tous ceux qui sont dehors là, puis qui crient contre le pouvoir en place, on les a fait miroiter qu'après le président Assimi Goïta, et certains seront présidents, je ne sais pas, ils ont promis à 20 personnes à la fois d'être président, et même ils ne comprennent pas. Tout le monde a son projet. À 100 personnes à la fois d'être ministre, et ils ont promis à 1000 personnes d'être députés.
Et il y a ceux qui se plaisent d'être au moins des porteurs de sacs de ces ministres. Mais en fait, ce qui est en train de se passer au Mali, là, franchement, je pense qu'après, je pense qu'on est bien dans le combat. De toute façon, on a bien avancé, on a bien évolué. Il y a des difficultés. Mais en fait, le mood, il est bon, en fait. Je pense que le général d'armée Assimi Goïta, il a dit une parole. Il a dit, plus il y a des défis, c'est ce qui rend ce combat-là. C'est-à-dire que lui, les défis, ça lui fait pas peur. Il a dit, plus il y a des défis, c'est ce qui rend cette lutte intéressante. Tu vois? C'est-à-dire que c'est ça, il a envie de combattre. Tu sens qu'il est déterminé. Il recule pas, il bouge pas. En fait, ils sont traumatisés. En fait, sans parler, il les a traumatisés. Il leur a coupé le souffle. Et ce qui est fort, c'est que dans ses discours, si tu vois, tu reprends ses anciens discours, il parle de tout ça, tout ce qui est en train de se passer là actuellement. Bon, après, c'est dit en Bambara, c'est dit en langue locale et c'est important pour les populations. Mais je pense qu'il y a beaucoup de manipulations aussi sur les réseaux, certaines personnes qui sont frustrées. Et je pense qu'au Mali, il va vraiment falloir créer des écoles où il y a des séminaires. Oui. Colonel, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont frustrées. Non, j'ai dit certaines. S'il y avait beaucoup de frustrés, avec la crise actuelle, les choses n'allaient pas se passer comme ça. Exactement. Il y a cette résilience, il y a moins de personnes frustrées. Non, j'ai pas dit beaucoup, j'ai dit certains. Certaines. Voilà, ceux qui ont quitté, je parle de ceux qui ont quitté, les quelques-uns qui étaient, qui pensaient qu'ils allaient manger et qu'ils ont été pris par la justice. Donc je m'adresse à eux, en fait. Je pense que notre mission aujourd'hui, il ne faut même pas accorder d'importance à ces gens qui, d'ailleurs, toi, tu es en France et qui ont appelé à une manifestation contre le pouvoir en place au Mali. Et pour toute l'Afrique, ils n'ont mobilisé que 17 personnes. Exactement, ils ont fait un clip. Pas que des Maliens, pour toute l'Afrique. Ils sont même allés mobiliser dans la France d'outre-mer. Mais pour toute l'Afrique, et même dans la France d'outre-mer, ils n'ont mobilisé que 17 personnes. Mais attendez, mais pour 17 personnes qui se mettent à communiquer, ah voilà, quelqu'un a dit 18. Moi j'avais compté. Non, mais ils ont battu un record, une fois ils étaient 9. Une fois ils étaient 9. Oui, pour toute l'Afrique, ils ont appelé tous les pays africains contre le Mali. Et la France d'outre-mer, tous ces gens-là. Mais ils sont venus, et puis moi je ne comptais que 17 personnes. Ils étaient là, ils ne représentaient que leur propre personne, et puis beaucoup se cachaient. Beaucoup ne voulaient pas être filmés. Donc des gens comme ça, si vous nous demandez, il y a combien de gens en ligne ici? Je vois 3200 personnes. Ouais, 3000, exactement. Pour le reste, 3200 personnes, 17 traîtres, vraiment, ça ne représente rien. Ça ne représente rien. Si c'était au moins 10 000, on allait avoir la peine. 17 personnes, je vous dis, vous pouvez vérifier, 17. Nous avons compté, c'est pas la peine. On ne s'occupe plus des bottes. C'est des gens à qui on a promis, c'est-à-dire l'agent française a promis à ces gens que sans Assimi Goïta, ils seront des ministres, ils seront de comme ça. Mais tous ceux qui dirigent les autres pays là, qui sont en train de voler les pays africains pour les intérêts de l'agent française qui maintiennent encore ces pays en vie, c'est parce qu'il y a des gens comme ça. Des gens sans scrupules, des gens qui ne sont même pas respectés dans leur propre village. Si vous demandez d'organiser un vote dans leur village, dans leur famille, ils sont vomis. Personne ne veut aider, mais c'est des gens parce que les impériales sont toujours utilisés, ce qu'on appelle maïs. Tu peux prendre, excuse-moi, Dani, 2 secondes, général. Tu peux prendre Baz en bas, s'il te plaît, Baz décrypte, il est là. Baz, fais ton avis. Ça dépend si le général accepte, hein. C'est que c'est son émission à lui. Oui, bon, mais je pense qu'il connaît très bien Baz décrypte comme qui Boussi. C'est un jeune comme moi qui est né, qui est aussi dans la lutte. Ok, je termine avec ça et puis peut-être je le fais monter. Ok. Quand j'ai dit, ils sont tous pris par ce qu'on appelle les filets de maïs là. M, moyen, c'est-à-dire ils proposent à certains l'argent, voiture, quoi. À certains même, ils ont promis des jolies femmes pour trahir leur propre pays. Nous avons vu beaucoup de présidents africains accepter des femmes des mêmes couleurs qu'Emmanuel Macron, comprenez ce que je suis en train de dire, trahir leur peuple et pour devenir président. Il y a combien d'anciens présidents africains qui se sont retrouvés avec des femmes comme ça? Pourtant, nos sœurs sont les plus magnifiques. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a ces moyens qui sont utilisés. Ensuite, on utilise les malheurs de l'Afrique, c'est quoi? C'est surtout les volets I, là, c'est-à-dire idéologie. On fait croire à certains que toi, tu es démocrate, tu ne dois jamais accepter un coup d'État. Mais un coup d'État, c'est quoi? Si vous mettez ça, vous décryptez, en fait, c'est vide d'essence. Un coup d'État, c'est quand c'est contre les intérêts du peuple que là vous avez fait un coup d'État. Mais c'est quand c'est en faveur des intérêts du peuple, c'est pas un coup d'État, c'est une révolution en fait. Et nous, on nous fait endormir. La France, on enseigne dans toutes les écoles africaines presque que la révolution française de 1789. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
c'est un roi qui a été guillotiné. Il ne s'agit pas, là on ne parle pas de coup d'État, c'est un roi, sa femme, ses enfants qui ont été massacrés. Mais ils ont appelé ça une révolution parce que c'est dans le cadre de l'intérêt de leur pays. Mais nous, tout ce qui est dans le cadre des intérêts de notre pays, pourquoi appeler ça coup d'État? C'est aussi des révolutions. Ce que les Cubains ont fait, ils ont appelé révolution. Parce que selon eux, c'est dans le cadre des intérêts des Cubains. Donc, ce que Hugo Chavez a fait, ils ont appelé ça révolution. Dans tous les pays du monde, quand c'est dans les intérêts. Les Américains, quand ils ont fait leur guerre d'indépendance, ils ont appelé ça d'une manière ou d'une autre, guerre d'indépendance, révolution, ils n'ont jamais parlé de coup d'État. Or, les 13 colonies là, c'était des colonies britanniques. Donc, Général, ne va pas trop loin. En 1999, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Oui. Et Alassane Ouattara a dit publiquement que c'était pas un coup d'État, c'était la révolution du peuple. C'est disponible. Mais voilà. Qu'est-ce que les gens ne veulent pas comprendre? S'il y a des Africains à présent, regardez toutes les attaques contre le Mali. Si ça se produisait dans un pays européen, tous les pays européens allaient se mettre ensemble. Regardez ces Européens. Ils se sont tous mis autour de Zelensky, disant qu'un pays européen ne doit pas être attaqué. Mais les mêmes Européens enseignent aux dirigeants africains de ne pas prendre photo avec les dirigeants de l'AES. Mais attendez, est-ce que nos dirigeants ont compris vraiment le monde? C'est une question. Et ils font bloc autour de Zelensky parce que c'est l'Europe. Mais ils disent aux Africains de ne pas faire bloc autour des pays africains, même si des terreaux condamnés par toutes les résolutions des Nations Unies, la résolution 1373 oblige chaque État à combattre les terreaux. Mais si ce sont les terreaux qui attaquent, qui commettent des crimes contre l'humanité, l'Union africaine reste silencieuse. Parce que l'Union africaine n'est pas africaine. Elle est impérialiste, elle est occidentale, c'est tout. Merci beaucoup. Franchement, nickel. Dany et le général, moi je demande pourquoi vous êtes aussi méchants avec RFI et France 24. Vous savez, vous avez fait pleurer ça. Non mais honnêtement, moi ma réponse elle est courte. Concernant RFI France 24, j'ai signé un contrat d'amour, frère. C'est à la vie, à la mort, au meilleur comme au pire, frérot, main dans la main. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, quand ils font la propagande sur l'Afrique, frérot, c'est au pire qu'on y va ensemble. Donc, moi, je peux plus te répondre à part ça, frère. Tu sais que Serge Daniel, il est tellement touché qu'hier, il est parti traîner dans nos groupes WhatsApp. Il a même fait un groupe WhatsApp malien. Il y a 2 avocats qui sont en train de s'embrouiller. J'ai dit, oh mon Dieu. Mais vous les avez traumatisés, en fait, dans tous les sens. Et d'ailleurs, on a vu les camions qui sont rentrés, bizarrement, tout le monde les a vus. Ils ont fait une note que Dany a publiée. C'est d'après nous, les activistes qui sont proches du gouvernement, il y a des camions qui sont rentrés. Mais eux, ils n'ont pas vu les camions. Mais le problème, Dramani, c'est que nous sommes à l'ère du numérique. C'est par l'information, la communication que des gouvernements sont tombés. Les révolutions colorées, on les a observées en Géorgie, en Ukraine, comme le disait Djawara, c'était grâce à quoi? Grâce quelque part aussi à la communication. On a vu la Libye, on a instrumentalisé toute une population, on les a fait croire que c'était un dictateur. Plus de 15 ans plus tard aujourd'hui, ils sont en train de regretter leurs dirigeants. À un moment donné, chaque nation devrait avoir ce qu'on j'appelle des boucliers en termes de communication. Et d'ailleurs, c'est l'Afrique qui est agressée. Moi, je regarde même plus le Mali ou l'AES, c'est le continent africain. Parce que notre union fera notre force. Et notre force, à un moment donné, ça va peser sur l'échiquier international. Donc, tout ce que moi je peux te dire, frérot, c'est que nous devrions continuer ce combat. Nous ne devrions pas nous arrêter. Parce que les mêmes stratégies de guerre qu'ils appliquent ailleurs, à l'extérieur, à l'étranger, à l'international, dans d'autres crises, mais c'est les mêmes stratégies qu'ils appliquent chez nous. C'est assez simple, c'est assez logique. Il ne faut même pas tourner autour du pot. Et puis, je pense que, Dany, quand il cite les Serge, tu vois, j'évite de citer ces gens-là, même quand tu as parlé de quelques-uns qui sont là-bas. Tu sais pourquoi? Vous savez de quoi l'Afrique souffre? Quand Dany a parlé des problèmes, en évoquant les ressources, il a parlé des populations surtout. Les ressources humaines. Ici, quand j'interviens en langue nationale, j'ai dit la fameuse démocratie, c'est 30 ans. En tout cas, celle qui a été donnée aux Africains. Les mal que cette bombe a commettre contre nous, moi je ne vois pas les pétroles volés ou bien je ne sais pas l'or ou bien autre. C'est qu'ils ont détruit l'Africain lambda. C'est-à-dire qu'ils sont parvenus à faire un lavage des cerveaux à ce qu'on appelle une élite africaine qui se dit intellectuelle. Parce que les fameux Serge et autres là ont été à l'école. Ils ont des grands diplômes. Mais vous ne verrez jamais un intellectuel chinois qui va travailler avec les Japonais contre la Chine pour les intérêts du Japon. Vous ne verrez jamais un intellectuel taïwanais actuellement qui va se mettre au service de la Chine contre Taïwan.
vous ne verrez jamais un intellectuel américain qui va se mettre totalement au service des intérêts de la Chine pour casser, faire effondrer les États-Unis. Jamais. Mais c'est des intellectuels, des gens qui ont la peau comme nous, qui ne comprennent rien, mon frère. Pour eux, être intellectuel, c'est être au service du néocolonialisme. Être intellectuel, c'est être au service de celui qui a fouetté ton ancêtre. Être intellectuel, c'est parler correctement la langue de ton ancien maître. Être intellectuel pour eux, c'est être prêt à accepter des postes de nomination, mais pour travailler à vendre son pays au néocolonialisme. C'est-à-dire, tout simplement faire de notre peuple, comme le disait Amadou Issebere, cet écrivain malien paix à son âme, des jouets entre les enfants d'autres peuples du monde. Nous sommes devenus des jouets. Regardez-nous. C'est lui, nous Africains, c'est lui qui fait, je ne sais pas, 5 ans en Arabie Saoudite, il se voit arabe. Il fait 5 ans en Chine, il se voit chinois. Il fait 5 ans en Russie, il se voit russe. Il fait 5 ans aux États-Unis, il se dit lui, l'américain, quand il vient, il porte le gros pantalon comme américain. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi nous autres, nous sommes aussi facilement complexés? Nous autres, nos intellectuels devaient comprendre les pièges qui nous sont tendus à travers non seulement les leçons enseignées, mais les programmes des ONG, les programmes des médias, les programmes des fameux trucs de développement des puissances néocolonialistes. C'est simple. Être intellectuel, c'est que faire pour libérer mon peuple? De quoi mon peuple souffre? Mon peuple a besoin de quoi comme remède? Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon peuple? Et non pas qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Emmanuel Macron pour que j'ai un poste et travailler contre mon peuple. Mais c'est une honte, mon frère. C'est pourquoi je ne parle pas d'eux. Les malheurs de l'Afrique, ce sont eux. Ils se voient intellectuels, mais pour moi, en réalité, ils ne connaissent rien. Parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux. Ils ne savent pas pourquoi le problème. Ils ne comprennent pas pourquoi lui, il est recruté par des médias propagande contre l'Afrique. Pourquoi lui, Africain, victime de ces gens. Pourquoi tes bourreaux, c'est comme un lapin ne doit jamais comprendre pourquoi il a été recruté par des lions contre les autres lapins. Mais comment expliquer ça? Ça n'a aucun sens. Non, mais tu sais, c'est un travail, tu sais. Moi, je pense que comme tu as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens, ils ont été infiltrés par pas mal de points, comme tu as dit, même peut-être piégés par des Touabou Mousso, voilà, qui aujourd'hui, ils ont leurs vidéos en otage là-bas et qui sont en train de mettre cette pression pour qu'ils se retournent contre nous. Parce que, tu as vu hier, il y a une vidéo, moi, je regarde pas les chaînes comme tu as dit, chez le Chameau, là, je regarde pas leurs émissions ni leurs chaînes, mais ils ont parlé de la situation du Mali. Et ça m'a fait rigoler quand il a dit notre source vient de chez notre confrère RFI. C'est-à-dire que toi, tu es juste à côté du Mali, tu es à quelques kilomètres du Mali, il y a plein de médias africains, mais toi, tu peux pas prendre ta source chez un média africain, il faut que tu vas prendre tes sources sur RFI. Tu te rends compte à quel point ils ont tué les mentalités? Moi, je pense que le drame de notre continent, ce qui va nous coûter le plus cher, c'est la décolonisation mentale. Hein. Moi, je pense que ça va être vraiment une épreuve pour nous. Mais ça va, ouais, on va réussir, mais ça va pas être facile. Général, tu nous touches un petit mot sur tes cousins là-bas, là? La Mauritanie, là. Je sais pas si le général est là. Oui, je suis là. Ouais, à tel fois que voilà j'ai dit, il faut que tu nous touches un petit mot là, parce que Gazouani il pleure à la frontière là. Qu'est-ce qui se passe là-bas aussi? Bon, Gazouani, son problème c'est quoi? Il a permis que son territoire soit utilisé dans le cadre de ces vastes projets de déstabilisation contre le Mali et puis contre le pays de l'Est. L'Est, par ricochet, empêcher l'Afrique. Parce que selon le général François Lecointre, un général français, l'Afrique doit être recolonisée. Ce que vous voyez, les terreurs là, ce sont des agents de recolonisation de l'Afrique. C'est pourquoi ils sont médiatisés par... Ce sont eux qui les médiatisent. Ils ne vont jamais médiatiser Dani ou bien moi, ils ne vont jamais nous inviter. Mais ils invitent qui? Donc comprenez, ce sont eux qui sont à la propagande. Donc Gazouani, lui, il a accepté que son territoire soit utilisé. C'est pourquoi, de 2022 à maintenant, vous allez voir que Zelensky a fait ouvrir. Quand je dis Zelensky, vous comprenez le pays. Il a fait ouvrir beaucoup d'ambassades tout autour du Mali. Et cela, ça va avec son sens. Ces ambassades, c'est pourquoi, quand vous regardez les affaires économiques entre son pays et ces pays africains, c'est presque quasiment nul. C'est juste pour acheminer les armes. Mais Zelensky lui-même, il manque d'armes. Chaque fois, il réclame, il demande. Et à ce qu'on voilà, il demande des armes. Mais quelqu'un qui demande des armes, s'il dit que lui, il doit armer par exemple la Mauritanie, mais ça veut dire quoi? C'est Emmanuel Macron qui demande à tous de donner des armes à Zelensky, et lui et Macron, ils profitent pour aller récupérer ça et venir faire son sale boulot ici en Afrique. C'est tout ce que ça veut dire. Zelensky, c'est juste une plateforme qui est utilisée. Donc Gazouani s'est retrouvé dans ce jeu.
Et ça fait plusieurs fois qu'on a mis en garde, on a demandé, arrêtez ça. Et il y a beaucoup de preuves, nous avons avancé ça. Il y a Al Jazeera qui a fait un reportage, qui n'est pas un média malien, où montrant des terroristes blessés au Mali pendant le combat des Lérés, qui se font soigner en Mauritanie. Ensuite, il y a un média même franco-allemand, je ne sais pas, Art, qui a fait un documentaire où vous voyez un combattant qui dit qu'il met sa famille à l'abri en territoire mauritanien et puis il va combattre au Mali. Ça veut dire quoi? Il va tuer des Maliens, c'est simple. Donc il y a beaucoup de preuves comme ça. Nous avons, moi, mon village, c'est non loin de la frontière avec la Mauritanie. Nous sommes des gens de la localité. Toi, tu connais un peu la localité. Moi, je suis à 4 km de la Mauritanie. Donc, nous savons ce qui se passe. Exactement. De part et d'autre des frontières. Avant, c'était pire. Pas des inconnus. Moi, mon village, c'est à 0 pas de la frontière mauritanienne. Je vais dire le nom de mon village. Donc, nous savons ce qui se passe. Les terreaux qui attaquent le Mali viennent en grande partie de ces territoires. Et ils se replient là-bas. Or, qu'est-ce que la Mauritanie doit faire? Si la Mauritanie est sincère, à Mali, ok, entre nous, il n'y a pas de problème. Regardez, nous pouvons mettre en place une patrouille conjointe de part et d'autre des frontières. Ben, ça, ce n'est pas de la mer à boire. Et ensuite, si ce n'est pas ça, Mali, nous vous accordons le droit de poursuite. C'est-à-dire, des terroristes qui attaquent le Mali peut les poursuivre jusqu'en territoire mauritanien. Et puis, ça ne doit pas déranger, parce qu'en 2008, la Mauritanie et la France ont eu à mener une opération à l'intérieur du territoire malien. Donc, je ne vois pas de problème dans ce sens. Donc, la Mauritanie et nous, c'est un peu ça. Tout ce qu'on va vous dire, c'est des détails. Mais en réalité, aujourd'hui, le territoire mauritanien est utilisé parce que le Mali et la Mauritanie, notre frontière, c'est 2237 km. C'est pas petite chose. En Afrique, c'est une grande frontière. 2237 km de Kaya à Kidal. Donc, nous demandons des relations de bon voisinage. Mais désolé, si des gens profitent pour entrer avec leurs animaux, mais c'est des terreaux qui viennent. Et puis les terreaux, quand ils viennent en territoire malien, ils vont voler le bétail des gens qu'ils appellent Djaka. Mais ces bétails-là disparaissent soudainement. Nous, peut-être, ces bétails-là peuvent répartir avec ceux de la Mauritanie, les cheptels de la Mauritanie, ou encore, les terreaux peuvent profiter aussi pour s'introduire en territoire malien. Donc le Mali a dit, pour des raisons de sécurité, nous demandons aux cheptels, aux animaux mauritaniens de rester de l'autre côté de la frontière. Nous avons des soucis de sécurité. Puisque nos voisins ne nous aident pas à régler ces problèmes, nous-mêmes, nous voulons régler ces problèmes. Quand le Mali va finir avec ces problèmes de sécurité, il n'y a pas de problème. Peut-être, nous allons voir si leur bétail, si leur venue ne va pas causer des problèmes de sécurité au Mali, il n'y a pas de problème. Mais si ça va causer des problèmes de sécurité, je ne vois pas de raison. Sinon, les Mauritaniens sont là, ils ne sont pas inquiets. Il y a peut-être des Maliens de l'autre côté, mais nous pensons que c'est des zones d'opération militaire et pour le moment, l'heure n'est pas au pâturage des animaux. Merci. Alors, général, on touche à la fin. Tu dois partir. Je respecte le timing de l'émission. Est-ce que tu as un mot à adresser aux populations maliennes qui te suivent, qui participent à ce combat? Même aux trolls, hein, par ricochet, hein, on pense à eux, un peu de mélancolie, même comme ils sont en pleine dépression. Mais on te laisse un peu le dernier mot avant qu'on conclue ce live. Si c'est là m'adresser à la population malienne, ça doit être à Bambara. Ouais, moi je pense que tu dois mais c'est bien sûr. Parce qu'il ne faut pas que... Libre à toi, frérot. Bambara, je suis d'accord, mais moi je préfère un soninké parce qu'il ne faut pas que les Malinkas comprennent ce que tu vas dire. Non, mais tu les as rendus trop intelligents. Depuis que tu es là, les Malinkas, leur cerveau il est trop éveillé maintenant. Donc il faut garder un peu d'inscience pour toi. Général, si tu veux t'exprimer en 50 langues, libre à toi, frérot. Allez, tu peux t'en servir. Marako bamaran kanne awara kutu fa wure do amor keitan na marako ni bamaran na mani ako sonige ga keitan awara keitan kuno ma fo maninganu ku wallahi am paga maninganu ku gotondo iri tuna suto wa utu kita sa anya nikini mangu do tukini mais on le mnunyeni bo vazi oro munye nyampa vaza akini akini OK, merci beaucoup. Donc abe bela jelemfo. Donc, il y a des gens Dani a tenu à invité pour gagner folie que Mona en son agananina TikTok là nous yamawe Mali on teme Mali kanubula Frafina kanubula Frafina demeni kanubula donc ni amese la courage de olula ou ka continuer ka enfana ka jamana de sabla matima be tubabu kan fo ado ere malien ye ibaye olu bela jelen kelendo bi o be ka tubabu ni bambatu de ka communication ke donc Frafina kon la nanye madama wa so minu la benendo ka mali ka communication ke namse ka courage fon fait de ola ambe courage do la o mana ambalma gem ye dani ale ni colonel drama le sahel amu fo ko so colonel drama lo ne de we sakoy donc o yando ye
Donc lui il est avec nous, mais Dani, m'a foyer vraiment, Aouka Folie dans ma cosme, ou Aouka continuer à Dani, car émission aussi, car suis Mamido, avec un Mali de mes cosme, tant qu'à mener combat, tant qu'à mener Israël, en fanant de mes aïe, avec un on est demain, en Congo là, en fanant Congo, frère Finabel Congo, en frafido, en Kolondi Anoué, avec photo comme ni, n'y soutenu comme à Dougonyola, n'y otédier, ni à la sonama, en ma Kolondi Anoué, ni à la sonama, ambe, demain font fait, président Assimi. Ini Tonyoro, président IB général Tiani, on est demain font fait kanga, ni à la sonoma demain bedo ouye. Donc ambe la djelenfou. Pour récapituler, Dani, ce que j'ai dit en Bambara, nous vous saluons. Pourquoi j'ai accepté pour une première fois venir sur ça en TikTok, c'est vous êtes aujourd'hui il y a beaucoup d'Africains, même voire des Maliens, qui communiquent en français, mais dans l'intérêt surtout des néocolonialistes. Et quand nous voyons des Africains qui communiquent dans le cas des intérêts du peuple africain pour la libération de l'Afrique, il faut les accompagner. Parce que vous êtes l'un des rares jeunes, des jeunes qui ont compris qu'il ne s'agit pas d'aider les Mali en tant que tel, pas que l'AS. Aider le Mali, c'est aider l'Afrique dans son ensemble. Il faut que ça réussisse quelque part en Afrique pour que l'effet de contagion puisse atteindre d'autres pays africains. Donc, c'est le début de cette révolution qui a commencé. Certes, nous pouvons connaître beaucoup de difficultés, mais les hommes sont faits pour affronter les difficultés. La nature humaine, quand nous regardons même les différents climats, c'est-à-dire les différentes saisons, souvent il fait chaud, souvent il fait froid, l'être humain est fait pour affronter, c'est-à-dire les différentes difficultés. Donc vous êtes un métier à respecter, vous êtes sur une bonne voie, c'est le même combat, partout de part et d'autre, la nationalité c'est autre chose. Nous appelons le peuple malien de continuer de vous suivre tant que vous êtes sur cette lancée qui vise à faire libérer l'Afrique dans son ensemble, redonner à l'homme africain sa dignité, parce qu'au-delà de tout, les autres doivent savoir que nous sommes dans le cadre d'un choc des civilisations. Et c'est quoi la civilisation de l'Afrique subsaharienne? Nous devons tout simplement nous dire, nous ne sommes pas faits pour subir éternellement. Tel peuple vient nous esclavagiser, tel peuple vient nous piétiner, ça suffit. Nous autres, nous pouvons aussi nous affirmer et être bien sûr la véritable puissance de ce monde. C'est possible. Il suffit simplement de croire à nous, de nous libérer mentalement. Et je pense que c'est ce combat qui est en cours. Dani, je vous remercie. Vraiment de saluer tout le monde. Je te remercie aussi et je tiens à préciser qu'il y aura d'autres chapitres. Ce n'est pas le dernier, mais c'est le premier. Merci à toi, Dramani. Merci à toi, Général Dirawa. Donc vous êtes là. Dani. Moi aussi. Hein? Elle dit. Elle dit quoi? J'ai fait l'autre la Draman, ça va? Ça va? Maman Ina, comment tu vas? Ça va? Je vais bien. Je vais très bien. Oh, je vais bien. Ça va? Je suis assis là pendant 2 heures de temps passé. Général m'a dit hier, il a dit j'ai un live avec mon frère, c'est très important. Moi, je ne peux pas avoir tout le temps. Tu peux venir. J'ai quitté les lois, je viens venir me finir le lait comme ça. Sans mon nom, Mama Ina. Non, Mama Ina, merci à Mama Ina. Merci Mama Ina. De rien. Mama Ina n'est plus à présenter. Tous les Maliens la connaissent. Pour son amour, tous les gens de l'AES la connaissent. M. Dani ne connaît pas, mais moi je le suis de près. Non, mais je viens de m'abonner. Attends, Mama Ina, merci pour toi. Ouais, on a fait. Super live. En tout cas, c'est un super live. Bon, moi je peux dire, mon fils Issa Diawara, continue dans ce que tu fais. Franchement, t'as pris le monopole des réseaux. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, il est en train de pleurer actuellement. Je ne vois rien qui pleure. Il a dit qu'on a déplacé tous les débats politiques sur les réseaux sociaux. Alors, c'est eux qui l'ont fait. Donc, il a qu'à pleurer encore et pleurer. Je pense qu'on a le contrôle. Il ne s'attendait pas à ce que des jeunes Africains allaient prendre le monopole des réseaux sociaux en 2025 et allaient dominer tous leurs médias malgré qu'ils ont mis des milliards. Il faut continuer dans ce truc-là. Il ne faut rien lâcher, il ne faut pas baisser. Il faut mettre la pression. Ils n'arrivent pas. Actuellement, ils ont un blocus. On a mis un embargo sur eux. En tout cas, sur les réseaux là. Peut-être ailleurs, ils peuvent nous mettre embargo. Mais les réseaux sociaux, ça nous appartient. Mais Dramani, c'est les Africains dignes. Nous sommes en mode Duracell. Énergie illimitée, frérot. Les punchlines sont dans la bouche. Donc, ne t'inquiète pas, frère. On va le faire. Ce n'est que le début, hein. C'est un long combat. On n'a pas encore gagné. Mais ce qui est très bien avec cette génération d'aujourd'hui, c'est que beaucoup ont compris les enjeux dans ce jeu. Beaucoup sont éveillés. Il y a une conscience collective qui est réelle.
Donc, nous avons su utiliser leurs armes. Aujourd'hui, leurs armes nous sont bénéfiques. Donc, c'est pour ça que je te remercie encore, Général de Roy, parce que tu abats aussi un travail, je dirais, méthodique, structuré, organisé et très puissant. Et l'Occident ne s'attendait pas à ça, parce que c'est un système qui a été conçu, qui a été préparé pour maintenir l'Africain dans une forme de domination mentale. Aujourd'hui, sur les 90% de la population asphyxiée de propagande et d'information, il y a 5% qui sortent de l'eau et qui se battent contre les 4 autres pourcents d'élites qui sont corrompus par 1% qui contrôlent cette planète. Donc aujourd'hui, si nous avons cette capacité, cette force, cette énergie, cette détermination, cette volonté d'en découdre, de sensibiliser, nous allons continuer ce combat. C'est notre destin, c'est notre voie. Alors on ne peut pas s'arrêter. Voilà. Merci beaucoup. Je vois beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages là. Téléphone. Rassurez-vous, c'est déjà fait. Ça, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Et mon slogan, comme d'habitude, restons concentrés, c'est tout. Tout droit. On ne regarde pas derrière. Concentration au maximum. En tout cas, merci les gars. Dani, franchement, encore merci pour tout. Issa Diawara, bon, tu connais, hein. Toi et moi, c'est direct. Il va falloir ton émission, par contre, tu commences à mettre un plan pour recevoir aussi des gens à distance, hein, surtout Afrique Libre. En caméra, voilà, pour faire intervenir des Africains, ouais. Moi, nous envisageons, et pour prendre des gens en direct, parce que ces gens-là, c'est-à-dire, on ne doit pas s'arrêter, quoi. Il faut vraiment continuer le travail de communication. Dani, je vous promets, il y aura un autre numéro, même si je reviendrai spécialement pourquoi la crise énergétique, parce que j'ai vu la crise énergétique a été utilisée pour aussi faire partie du président de Madagascar. Donc cette histoire d'énergie de plus en plus dans beaucoup de pays, et si vous regardez, il y a presque tous les mêmes problèmes. Mais pourquoi ça? Je pense que nous allons, il faut prendre les temps quand même de quantité et faire la géopolitique de l'énergie. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels sont les sources d'approvisionnement et autres? Quels sont les enjeux? Les enjeux de vous et moi, peut-être on va animer ça ensemble, on va co-animer. Donc chacun aura son point de vue là-dessus. Ça serait très bien parce qu'il faut qu'on continue de sensibiliser surtout les populations africaines. Continuons de communiquer. Et beaucoup sont surpris. Vous savez, les jeunes dont vous avez évoqué là, ils sont surpris. Certains d'entre eux disent, mais lui là, c'est vraiment un mercenaire qui a été recruté. Ton micro, il a été fermé. Ton micro, il a été fermé. Général, ton micro, il a été fermé. Ah, c'est bon. Le micro fermé? Ouais, on t'entendait plus, ouais, c'est bon. C'est bon? Il faudrait faire comprendre aux jeunes Africains, parce que partout où la révolution doit arriver, beaucoup qui sont retournés contre le pouvoir aujourd'hui, c'est des gens qui travaillaient, qui soutenaient la transition. Mais pourquoi ils se sont retournés contre? C'est des gens qui se disent qu'ils ont fait 12 mois. 2 ans peut-être, ils n'ont pas été nommés, ils n'ont pas, je sais pas, on ne leur a pas versé beaucoup d'argent, c'est là qu'ils ont gâté l'Africain. Défendre ton pays, tu n'as pas besoin que quelqu'un te paye pour ça. Tu n'as pas besoin d'être rémunéré par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il faut avoir ton travail à toi. Un leader doit travailler. Moi, j'ai mon travail depuis, c'est pas cette transition. Donc, il faut avoir son gagne-pain à côté, son travail. Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est dans le cadre de l'intérêt général. Il faut travailler. On n'a pas besoin d'attendre un poste de nomination. C'est-à-dire, tant que toi, tu n'as pas un poste, donc tu te retournes contre le pays. Si on ne te verse pas de l'argent, tu te retournes contre le pays. Non. Il est temps de créer ce leadership africain pour montrer aux jeunes Africains que nous pouvons défendre notre pays sans rien attendre au retour de la part de quiconque. C'est ce combat. C'est cette mentalité qu'il faut forger à cette jeunesse africaine pour tenir longtemps. Parce que tant que les gens vont s'attendre à des retours tout de suite, ils ne vont pas tenir plus de 6 mois, plus de 12 mois. Beaucoup qui nous combattent aujourd'hui étaient ici avec nous, étaient là avec nous. Mais peut-être ils étaient là, ils espéraient gagner quelque chose. Ils ne l'ont pas, ils se sont découragés, ils ont baissé les bras. Donc, cette colonisation mentale-là, il faut libérer les Africains. Parce que longtemps, c'est ce que le maître colon avait fait. Quand tu étais au service du maître colon, tu prenais son sac. Toi, tu étais le mieux favorisé du village. Toi, tu devais vivre dans certaines grâces. Quand tu étais là aux côtés du commandant, toi, tu devais être bien traité. C'était un révolu. Il faut tout simplement dire, je peux être le conseiller du maître du jour et rien attendre de sa part. Je peux manger simplement 2 fois ou bien 1 fois par jour. C'est ma dignité d'homme, c'est mon respect d'homme. Pas besoin d'être récompensé, payé par quiconque. Ce que j'ai fait pour moi, c'est pour mes enfants, c'est pour mes petits-enfants,
c'est pour les générations qui viendront après nous. Je vous remercie et à un prochain numéro. Merci. À très bientôt tout le monde. Bonsoir, au revoir tout le monde. Dani, je voulais juste dire au revoir. En tout cas, merci à tous les téléspectateurs qui étaient là ce soir. Vraiment, on a eu des gens très disciplinés dans les commentaires. J'ai pas eu à bloquer beaucoup de personnes, t'inquiète pas. Les gens, ils étaient très disciplinés. Les gens, ils ont tapoté, partagé. Ils ont donné énormément de cadeaux pour vraiment accompagner le live. Donc, en tout cas, merci parce que c'est un travail d'équipe. Et merci en tout cas à nos dirigeants, comme je l'ai pas salué au début, mais le général Abdourahmane Chani, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Darna Assimi Goïta. Et merci aussi à toutes les populations et particulièrement aussi, toujours, je le dis, les femmes du Sahel. Les femmes du Sahel sont des battants debout sur tous les panels, debout sur le terrain. Et puis, il faut les remercier aussi. Donc, en tout cas, la jeunesse, c'est notre combat. Hein. C'est notre combat. Le président, il a dit, s'il échoue, là, c'est toute la jeunesse qui a échoué. Soyez forts, unis, restez soudés et restez, comme il a dit le général, concentrés. Merci à tous, les gars. Alors, pour ceux qui demandent YouTube, je vais rediffuser ça sur ma page YouTube. Je vais même t'envoyer la vidéo aussi, si vous le voulez. Donc, si vous voulez avoir accès à ça sur YouTube, vous partez simplement sur mon compte principal. Vous allez voir le lien YouTube, vous entrez et vous allez voir ça tout à l'heure. Merci, Général Jawara, et on se dit à très bientôt, mon frère.